C'est la fameuse histoire du thé pris avec deux de mes tantes un après-midi qui me lâche au détour de la conversation. Sais-tu que ton grand-père a sauvé des Juifs? Et là, c'est pour moi, je le considère dans mon livre, j'en parle comme d'une secousse sismique. Parce que toute mon enfance et mon adolescence, j'ai été littéralement attiré par le destin du peuple juif. C'était ma propre famille, c'était mon propre peuple. Il s'appelle Luc Sbinden, il est enseignant à la retraite et il est surtout l'auteur d'un carnet vert, une histoire, en tout cas une enquête d'origine, une histoire personnelle puisque c'est celle de son grand-père qui a sauvé une famille juive pendant la guerre. Il a raconté cette histoire tout en la découvrant, c'est ça qui est assez saisissant, extrêmement lié au peuple juif depuis toujours, sans vraiment comprendre pourquoi aujourd'hui les choses semblent beaucoup plus clair pour lui. Il est avec nous sur le plateau. Luc Sbinden, bonjour et bienvenue. Mais bonjour, merci. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous reçois, mais à l'époque, vous découvriez à peine votre histoire. Aujourd'hui, vous en avez fait un livre. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Ce qui a changé, c'est d'abord le livre. C'est d'abord la consécration de 15 ans d'enquête. Quand nous nous sommes vus, c'est vrai que j'étais au cœur de mon enquête. J'étais en train d'amasser des documents. Je recherchais l'histoire de cette famille. À l'origine, j'avais commencé en cherchant l'histoire de mon grand-père. Mais j'ai ouvert en fait un jeu de poupées russes. J'ai ouvert l'histoire de la famille de ceux qui ont été sauvés par mon grand-père. L'histoire de leurs cousins qui ont été déportés. Et en fait, dernière poupée russe, j'ai découvert ma propre histoire. Donc ce livre et cette démarche d'enquête, je vous l'ai dit, pendant pratiquement 15 ans, à tisser des liens absolument solides et indestructibles avec ma destinée et celle du peuple juif. Ce qui est fou, c'est que vous venez très souvent en Israël, vous avez fait des recherches ici aussi, et vous avez même retrouvé, contre toute attente, au musée d'Israël, les armoiries de votre famille, qui, a priori, n'a rien à voir avec le peuple juif. Absolument. Alors ça, c'est vraiment ces fameux clins d'œil, comme je l'appelle. J'en ai eu beaucoup dans mon histoire, beaucoup de rebondissements. C'est vrai qu'il y a ça quelques années, je me trouve au musée d'Israël et je vais dans la salle des fêtes juives, des Moadim. Et là, Shavuot. Et je vois devant moi une nappe de Shavuot avec une gerbe de blé entourée d'un ruban vert. Je me dis, très intéressant. Et cette armoirie, comme je l'appelle, en tous les cas, cette broderie d'une gerbe de blé et d'un ruban vert correspond aux armoiries, au blason de ma famille en Suisse. D'ailleurs, le mot Sbinden, Sbinden, vient de l'allemand, les lieurs, littéralement les lieurs de gerbes. Et ce qui est d'autant plus incroyable est que le personnage de Ruth, le personnage biblique de Ruth, ce amer ami, ton peuple, mon peuple, qu'elle prononce envers sa belle-mère Naomi, est en fait au cœur de mon histoire, une histoire d'alliance. Vous racontez dans ce livre l'histoire de votre grand-père Paul, que vous avez peu connu, et vous découvrez qu'il a sauvé des Juifs, une famille juive, notamment les Hilaire, alors que vous n'étiez pas du tout au courant, personne n'en parlait chez vous, et que vous l'avez un peu découvert par hasard. Par hasard, oui, par hasard. C'est la fameuse histoire du thé pris avec deux de mes tantes un après-midi, qui me lâche au détour de la conversation. Sais-tu que ton grand-père a sauvé des Juifs? Et là, c'est pour moi, je le considère dans mon livre, j'en parle comme d'une secousse sismique. Parce que toute mon enfance et mon adolescence, j'ai été littéralement attiré par le destin du peuple juif. C'était ma propre famille, c'était mon propre peuple. Donc lorsque vous entendez cela, la greffe se fait. Cette histoire-là, d'un seul coup, se connecte à l'histoire de ma propre famille. Donc quelque chose que vous ne compreniez pas très bien, cette espèce d'attirance pour le peuple juif, finalement, vous en trouvez une trace dans votre propre histoire. J'en trouve une trace au sein de ma famille. Et là, ça devient, cette entre guillemets, révélation, résonne un peu comme un appel. C'est un peu le Lech Lecha, quoi. Dit à Abraham maintenant, allez, lève-toi, sors de toi-même, mets-toi en route. Et c'est ce qui va être le déclencheur d'une histoire qui continue aujourd'hui, même si le livre est terminé. Elle continue par un engagement constant de par les temps difficiles que le peuple juif traverse. Oui, c'est ça, parce que c'est pas très sympa en ce moment d'être copain, ou en tout cas d'être ami ou admiratif du peuple juif qui se fait, on va dire, massacrer en termes sur les réseaux, dans la presse, enfin bon, et même en Suisse, d'où vous venez. Oui. C'est pour cela que finalement, lorsque je parle de celui qui pourrait être considéré comme un juste parmi les nations, mon grand-père,
Je parle aussi de ce que j'appelle l'esprit des justes. Et je pense que ce que les justes ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale est quelque chose que certains vont être appelés à refaire dans les temps d'aujourd'hui, peut-être sous d'autres formes. Il s'agit pour l'instant, en tous les cas, il ne s'agit pas de protéger physiquement et d'abriter des juifs. Quoique, cela pourrait peut-être un jour arriver. Mais se lever et prendre position. Se lever, avoir une posture solide. Se lever, en fait, pour la vérité. Dans les réseaux sociaux, dans des commémorations. Et je me suis moi-même engagé en Suisse dans des commémorations pour les otages, dans la mise sur pied de programmes luttant contre l'antisémitisme et dans une relation d'amitié avec les communautés juives plurielles de mon pays. Bien sûr. Alors, vous racontez, vous rencontrez, on va dire, les descendants de cette famille Heller sauvée par votre grand-père, notamment Marion. Et puis, avec elle, vous déroulez un fil, vous parlez d'Auschwitz, de ceux qui ont été sauvés, mais de ceux aussi qui ont laissé leur vie, qui ont été massacrés par les nazis. Ça aurait pu être le cas aussi de ceux que votre grand-père a sauvés s'il n'était pas intervenu. Vous pouvez nous dire le lien que vous avez aujourd'hui avec Marion ? Oui. Alors Marion nous a malheureusement quittés quelque temps avant que le livre sorte. Nous avons développé en tant que famille un lien quasi familial avec Marion. Lorsque je vais rencontrer Marion à Neuilly pour la première fois et qu'elle me dit, voilà, toute ma vie, j'ai voulu savoir qui était ce pasteur grâce auquel une partie de ma famille a survécu, je sens bien qu'il y a derrière toute une histoire que je dois raconter. Et comprendre la portée du geste d'un juste, c'est comprendre également le destin de ceux qui ont été déportés et qui n'ont pas eu la chance, la grâce, le privilège de croiser un homme, parfois un anonyme, qui pourrait les sauver, les protéger. Vous avez été loin aussi parce que dans vos recherches, vous retrouvez les meubles de la famille Epstein. Oui, enfin les meubles. Epstein, en tout cas, c'est une histoire un peu... Oui, je continue mes recherches. Il faut bien comprendre que pendant ces 15 ans, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me mettre dans les pas de tous ceux dont je parle. Je me mets dans les pas de mon grand-père, je me mets dans les pas de la famille Heller et de la famille Einstein. Je les suis à la trace. Je dis bien à la trace. Je cherche chacun de leur logement. Lorsque je fais des recherches sur le logement qu'ils habitaient à Paris, avenue Léopold, j'avais des photos. Marion m'avait montré les 3 photos qui lui restaient de son appartement d'enfance. Elles valaient pour moi de l'or. Et j'ai commencé des recherches en me disant, mais que sont devenus ces meubles ? Et je savais très bien ce qui s'était passé lors de la spoliation des biens. Et donc, je fais des recherches sur Internet, je trouve sur des archives de l'armée américaine. Et là, je vois la liste établie par les Allemands, la liste, en fait, l'inventaire des meubles, des peintures. Parce qu'il y avait souvent des œuvres d'art. Mais bien sûr, bien sûr. Et le père de Marion était amateur d'art. Et je trouve donc toute la liste. Et en trouvant cette liste, je vois également une mention comme quoi il n'y a aucun survivant de cette famille. Je m'interroge. Et je me dis, non, ce n'est pas possible. Il y a une survivante, je la connais bien, elle s'appelle Marion. Elle est d'ailleurs sortie du camp avec sa sœur Edwige. J'écris donc au bureau à Londres. Et là, je vous passe les différents rebondissements. Mais en fait, je permets de la réactivation du dossier et donc le versement d'une somme, certes symbolique, mais en tous les cas, le fait de se lever de nouveau sur la brèche et d'avoir une parole en faveur de l'injustice, eh bien, ici a porté du fruit. Est-ce que ça vous a apaisé de reconstituer toute cette histoire, de comprendre, de rentrer un peu dans la tête de votre grand-père ? Alors, je ne pense pas que j'avais besoin d'apaisement, mais je dirais que toutes ces démarches m'ont consolidé, m'a conforté, m'a consolidé dans le lien profond que j'avais avec Israël et que j'avais avec le peuple juif. Et donc, je peux dire que chaque page écrite est un lien de plus que j'ai tissé, j'ai presque envie de dire au fond de mon âme. Et j'ai compris, je crois aussi que c'est une démarche qui m'a permis de comprendre d'où venait cette attraction, je le dis, cet amour pour l'histoire de ce peuple que j'avais suivi depuis mon adolescence. Et peut-être que finalement l'histoire de mon grand-père, mais derrière l'histoire de mon grand-père, l'histoire des familles qui étaient liées avec lui, m'ont attaché. Et c'est de là peut-être que vient aussi cette semence qui fleurit aujourd'hui. Alors dans le
livre, il y a une rencontre inattendue, c'est Albert Einstein qui débarque dans cette histoire. Est-ce que vous pouvez juste, surtout nous dire, mais nous dévoiler un petit peu pour donner envie aux gens qui nous écoutent de vous lire, bien évidemment. Une des surprises, enfin il y en a d'autres, mais parmi les surprises du livre, c'est vrai que c'est tout d'un coup Albert Einstein. Je reçois un coup de téléphone un soir de Jérusalem, chez moi en Suisse. Quelqu'un m'appelle en disant « Je suis mort des rails, j'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser ». Je dis « Très bien ». Et j'apprends, je sais que vous faites des recherches sur la famille LR. Je n'ai jamais su comment il avait trouvé cela. Et bref, il me dit « Je suis collectionneur, je vous envoie un document que j'ai acheté aux enchères. » Gratuitement, il me le scanne, il me l'envoie. Ce document, je le reçois 1 heure après, c'est une lettre d'Albert Einstein. Et je découvre à ce moment-là qu'Albert Einstein est le cousin germain de la famille sauvée par mon grand-père. Et d'un côté de l'océan Atlantique, vous avez un petit, jeune, humble pasteur suisse qui fait de son mieux pour protéger cette famille. Et de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez une figure de renommée absolument internationale, Albert Einstein, qui lui-même écrit une lettre parlant de Hans Heller, en demandant d'une manière ou d'une autre qu'il puisse quitter le camp de travail où il est en France pour rejoindre les États-Unis. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Et ça n'est que la première lettre parce que j'en ai trouvé ensuite, j'en ai obtenu une deuxième. Ça, on va laisser on la le laissera. Surprise, bien sûr. Alors, vous savez ce qui l'a motivé à les sauver, cette famille? Je crois qu'il y a un lien profond, historique et spirituel entre les protestants, en particulier les protestants du sud de la France, ceux qu'on a, les descendants des Huguenots, et le peuple juif. Il y a bon nombre d'écrits du protestantisme qui fait état de ce lien. Quand je dis un lien historique, c'est d'abord que les deux communautés ont connu la persécution. Les surnoms. Les protestants ont été déportés dans les galères. Exécution, mise à mort, rafle. Un vocabulaire qui nous fait penser quelque part à la Shoah et à la déportation. C'était aussi spirituellement un peuple du livre, L majuscule. Et la culture protestante est ancrée dans le Tanakh, est inscrite dans la Torah. D'ailleurs, bon nombre de livres d'histoire racontant le protestantisme dans les Cévennes parlent de cette terre comme de la petite Canaan ou de l'Israël des Cévennes. C'est fou, c'est fort. C'est pour ça que, en fait, vous réaffirmez que les racines du christianisme sont juives. Absolument. Et je crois que c'est une découverte. Ce qui m'intéresse beaucoup en partageant mon histoire dans différentes conférences et des échos que je reçois de la part du livre, c'est qu'en fait, je trouve maintenant aux 4 coins du monde, au sein de la communauté chrétienne, un nombre croissant de chrétiens redécouvrant les racines hébraïques de leur foi. Le désir de lire une Bible traduite selon le contexte hébraïque, le besoin de s'intéresser à la langue hébraïque, le besoin d'aller chercher des commentateurs qui sont d'origine juive. Donc une relecture contextualisée et simplement une redécouverte des racines qui conduit à un respect, à un honneur logiquement rendu au peuple juif, dont on est héritier. C'est pour ça que vous vous sentez si bien ici? C'est pour ça que je me sens plus que bien. Quand j'arrive ici, et c'était une remarque que nous faisions avec mon épouse en arrivant il y a maintenant 2 semaines et demie, nous avions l'impression de revenir à la maison. Nous sommes à la maison. Mais c'est fou parce que vous n'avez jamais vécu ici. Non, mais je crois que... Souvent, on me demande, alors finalement, est-ce que vous souhaitez vous convertir au judaïsme ou autre? Non. Je dis simplement, je pense que mon âme est profondément juive. Et vous savez, les personnages bibliques dont nous parlons régulièrement dans nos rencontres, dans les communautés en Suisse et ailleurs, ont comme point commun d'être tous juifs. Alors bon, c'est un très beau livre, c'est une enquête vraiment avec des rebondissements, des coups de théâtre. On vous voit chercher la vérité, enfin, c'est fou. Et puis les petits détails que vous lâchez pas et qui vous amènent à la grande histoire en fait. Ça vous a pris du temps quand même. Oui, ça m'a pris beaucoup de temps. Je crois que maintenant, là, j'ouvre la 16e année. Et quand je dis la 16e année, c'est une histoire sans fin. Ça aurait pu être le sous-titre du livre, une histoire sans fin. Au moment où une éditrice entend ma conférence et puis me propose de s'intéresser à cette histoire et me propose de la rédiger, j'ai évidemment toute mon enquête qui est, je pense, conclue. Mais au moment où je commence à rédiger, je découvre qu'il y a encore des zones d'ombre, qu'il y a encore des lacunes. Donc au moment où j'ai écrit, je continuais de chercher. Et j'ai continué de trouver des documents alors que j'écrivais mon livre. L'enquête s'est poursuivie au moment où j'ai écrit le premier mot sur une page blanche.
Et encore aujourd'hui, qu'il s'agisse d'essayer de trouver les enfants que mon grand-père a emmenés de Paris au sud de la France pour les sauver, des enfants juifs, je continue de les chercher. Et j'ai appris encore récemment que mon grand-père avait hébergé un enfant juif chez lui. Donc, dans les Cévennes. Rien à voir avec les LR, encore de nouvelles pistes. Encore une autre histoire. Bon, alors, j'imagine que vous avez peut-être un rêve secret, ou en tout cas un projet pour ce livre. Le rêve sera moins secret maintenant que je vais vous l'avouer. Mais c'est vrai que le rêve, pour moi, quand j'entends l'écho de cette histoire ici à Jérusalem, ou là où j'ai pu en parler en Israël, et en France ou ailleurs, c'est que je crois que ce livre doit exister en hébreu. Je crois que ce livre doit exister en hébreu. Je crois que l'histoire doit se poursuivre dans les cœurs d'un peuple qui parle cette langue. Et avant même de le traduire en anglais, j'aimerais le traduire en hébreu. Je crois qu'il est temps que cette histoire vienne prendre racine ici. Et je ne sais comment ça se fera. Je ne sais qui m'aidera à permettre de concrétiser ce rêve, mais j'y crois profondément. Donc ça relève plus d'une conviction que d'un rêve. Bon, en tout cas, nous, on vous souhaite de pouvoir y arriver. Juste avant de terminer, parce que j'aime bien poser ce genre de questions, qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé, surpris dans votre quête, dans votre découverte ? D'abord, ce qui m'a surpris, c'est les larmes et l'émotion de la famille Arnstein quand j'ai choisi de me lancer dans cette enquête et de redonner vie à leur passé. Oui, l'émotion de Marion, l'émotion de son fils, les émotions aussi de son fils Nicolas. À qui vous dédiez le livre, d'ailleurs. Absolument, oui, qui n'est plus. Oui. Ouais. Et l'émotion que je lisais dans les yeux de tous les jeunes, enfin toute génération confondue, à qui je racontais cette histoire. C'est ça, je crois, qui m'a le plus frappé. C'est que cette histoire vient rencontrer une corde sensible au fond de chaque personne qui l'écoute. Nous ne sommes pas dans un témoignage sur la Shoah. Nous ne sommes pas dans un roman historique. Ce n'est pas un roman. Nous sommes dans un livre qui tisse un lien entre ce qui a été et ce qui est et ce qui devra être plus tard. En espérant que vos paroles portent et que vraiment les choses s'aplanissent et que le monde comprenne que le peuple juif lui veut du bien. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, merci d'avoir écrit ce livre. Je rappelle à ceux qui nous suivent, ça s'appelle Un carnet vert, enquête d'origine, publié aux éditions Favre. On était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. Merci.